regardez ces deux œuvres. Ici, un fusain sinistre et funeste. Là, un pastel miroitant et lumineux. Difficile de croire qu'elles viennent du même artiste. Et pourtant, ces deux œuvres sont bien filles du même père, Odilon Redon. Dans cet autoportrait de 1880, on voit déjà que cet homme abrite une lutte intérieure. On y devine quelqu'un de profond, de taciturne, à la fois trempé d'ombre et baigné de lumière. Car si une partie de son visage est sombre, indistincte et nébuleuse, l'autre, au contraire, reluit, illuminé. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'épopée d'un artiste, d'abord fidèle à la nuit et ses mystères insondables, devenu messager de la lumière du jour. Odilon Redon est né en 1840, à Bordeaux. Mais c'est loin de la ville, au domaine de Perlebade, qu'il grandit. Un lieu sauvage et primitif. C'est là que, tout jeune, il court après les ombres et se réfugie dans le silence. Une enfance isolée, propice aux rêves. Une enfance où l'imagination a pu s'étendre sans se heurter à aucune limite. Souvent, allongé rêveur, à contempler le défilement des nuages, il croit voir dans leurs formes changeantes des figures floues, fantastiques et maintes autres chimères. Mais l'enfance de Redon n'est pas que tranquille, elle est aussi éprouvée de terreurs nocturnes, maculée de peurs, peuplée de fantômes. Autant d'images qui s'amoncellent dans son esprit et le marqueront à jamais. C'est à Bordeaux que Redon rencontre ses maîtres. D'abord, le mystérieux Rodolphe Brédin, qui l'initie à la gravure et à la lithographie. Brédin dessine des paysages chimériques, sinistres, avec des arbres sinueux, aux racines enchevêtrées. Une nature infernale, cauchemardesque, que Redon reprendra très largement à son compte. Brédin travaille dans sa cave, recouvert de ténèbres. Il ne peignait pas d'après nature, car le véritable artiste a tout en soi, disait-il. En fait, Brédin soumet la nature à ses caprices, en reproduisant non ce qu'il voit, mais ce qu'il croit voir, c'est-à-dire l'impression que les choses lui laissent, pas les choses elles-mêmes. La réalité est, en somme, une pâte à modeler pour l'artiste. Redon ne l'oubliera pas. Et puis vient le second maître, l'original Armand Claveau. Botaniste passionné, érudit inconnu, Claveau initie Redon à la philosophie des anciens, au bouddhisme, à Darwin, à Edgar Allan Poe, à Baudelaire. Pendant des années, pendant toute la période de ces noirs, Redon pense, rêve, imagine, à travers Claveau. Il lui doit ses monstres, ses visions, ses obsessions philosophiques. Brédin lui a donné la pratique, Claveau lui a donné l'inspiration. En 1879, Redon publie Dans le rêve, sa première série de lithographies. C'est le début de ces noirs. La carrière artistique de Redon commence relativement tard. Il a presque 40 ans. Et jusqu'à 1890, il travaillera ainsi exclusivement le noir. Ses œuvres fascinantes flirtent à la frontière du réel. Puissamment suggestives, autant par les jeux d'ombre et de lumière que par les motifs étranges chers à Redon. Par exemple, L'œuf, en 1885. Incomparablement bizarre et même dérangeant dans sa bizarrerie, ce qui semble bien être un œuf réfugié dans son coquetier n'est pas seulement un œuf, car deux yeux, surmontés de sourcils, creusent sa surface. Cet œuf étrange a l'air de regarder quelque chose de plus effarant encore que lui-même. Avec ses grands yeux écarquillés, il a le culot de surenchérir son propre mystère, en sous-entendant, par ce regard, qu'il y a quelque chose en plus, là, sur le parquet, qui s'approche. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Que fait-il ? Que voit-il ? Pourquoi ses yeux ? Nous n'en savons rien. Les seules réponses que nous pouvons apporter sont les nôtres et sont donc essentiellement inexactes. Ces œuvres campent à la lisière du désagréable, et pourtant, curieusement,
on ne peut s'en détourner. Elles intriguent, elles titillent espièglement ce besoin qu'on a de contrôler, d'expliquer, bref, de comprendre. L'œil ballon est un autre noir célèbre de Redon. Ce qui semble bien être une tête, abandonnée par son corps, est tissé vers le haut par un immense œil, pareil à une montgolfière. L'œil emmène-t-il cette tête au-delà du monde perceptible, aux confins éloignés du visible ? Est-ce une ascension du conscient vers l'inconscient, ou une descente vers les limbes de la psyché humaine, vers le monde intérieur ? Dans ce fond immatériel primordial, l'œil est le guide. Il entraîne. L'œil, la vision occupe une part centrale chez Redon. Il disait que la faculté de voir était la plus importante de toutes, que voir, c'est saisir spontanément les rapports des choses. Cet œil, ce ballon bizarre, regarde vers le haut, aspirant à s'échapper hors des limites mêmes du cadre où il est saisi. C'est l'œil qui cherche au-delà des choses, qui voit au-delà de la réalité visible, immédiate, accessible. Là où les autres œuvres font étalage d'elles-mêmes, semblent vouloir capturer le regard, le forcer à les admirer, ici, c'est l'inverse. C'est comme si l'œuvre de Redon ne voulait pas être regardée. La pupille de l'œil est orientée vers le haut. On ne croise pas son regard, il ne nous regarde pas, il ne nous fixe pas, il ne nous captive pas. Cet œil, il ne nous dit rien, sinon peut-être de le suivre, au-delà du visible. Alors bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Ces lithographies sont toujours équivoques, jamais fixes, gonflées d'un mystère qui n'a pas d'autre but que lui-même. Redon illustre ses états d'âme, il traduit, par l'art de la main, le frisson de vision intérieure. Les noirs sont difficiles à cerner, à saisir, à interpréter. Ils nous placent dans le monde nébuleux de l'ambigu et nous laissent désemparés face à nous-mêmes. C'est ce qui les rend fascinants. Ils sont merveilleusement étrangers à l'analyse car ils viennent du plus profond de l'imagination. Redon a donné vie à l'invraisemblable. Mais si Redon donne ainsi l'illusion de la vie à ses créations, ses œuvres s'accompagnent aussi irrémédiablement de la mort et de son obsession. Car il faut bien le dire, les années des Noirs sont des années bien sombres pour l'artiste. Un frère puis une sœur meurent en 1884. Son premier fils, Jean, meurt à 6 mois et demi. 2 ans plus tard, son ami, Émile Hennequin, meurt noyé, sous ses yeux. Et enfin, l'ami, le deuxième père, Armand Claveau, à qui il doit tant, se suicide en 1890. Preuve d'un profond tourment, du fardeau de ses absences, les Noirs de Redon renferment une lourdeur indéniable. Outre les monstres, nombreux sont les motifs qui reviennent presque obsessionnellement. Des portes, des grilles, des yeux, des têtes coupées, des êtres privés d'horizon. Odilon Redon, de 1879 à 1890, c'est cet homme primitif, prisonnier des ténèbres, qui ne peut atteindre le soleil, embourbé dans la vase des chagrins de la vie, impuissant à s'extraire de cette nuit qui l'enveloppe comme un linceul. L'impuissance, la mort, l'angoisse, l'incapacité à s'élever, à toucher la lumière, voilà ce qui sous-tend les Noirs de Redon. Mais toujours, depuis les racines enténébrées de la terre, les fleurs mûrissent et apportent au monde leur couleur. Et, vers 1890 environ, l'aurore pudique apparaît à l'horizon. Assez symboliquement, la dernière lithographie du dernier recueil de Noirs d'Odilon Redon s'intitule « Le jour ». Un horizon se profile, une issue se présente, la lumière du jour est là. Au dehors de ce qui semble être une cellule de prison, défendue par des barreaux, la vie émerge. Dehors l'arbre est feuillu, dehors le printemps chante à tue-tête, dehors le monde s'émancipe. Et la cellule, c'est l'intériorité, l'intimité de l'artiste, qui peut-être fut aussi sa prison. Reclus en lui-même, l'âme confinée, Redon subissait de plein fouet et sans secours les apparitions de ces monstres, les apparitions de ces fantômes. Maintenant, c'est différent. Quelque chose au dehors l'appelle, le jour resplendit, un monde nouveau apparaît.
Cette lithographie illustre et annonce assez bien la page tournée des noirs vers le chapitre de la couleur et de la lumière. Néanmoins, ce passage des noirs à la couleur n'est pas un tournant net. Redon a toujours peint en couleur, même pendant ses noirs. Pour l'artiste, il s'agit plutôt d'une incapacité progressive à réaliser des noirs. Peu à peu, littéralement, il ne peut plus en faire. Comme s'il n'avait désormais plus que la lumière, comme si la couleur était devenue son dernier mot, qu'elle s'imposait, comme si la couleur devenait, pour ainsi dire, incurable. Alors à quoi est dû concrètement ce revirement ? Il faut d'abord parler de l'influence salvatrice de sa femme, Camille. Camille joue un rôle extrêmement important dans la révélation de la lumière à Redon. D'elle, dans son journal, il dira ces lignes superbes. Il y a quelques minutes de sa présence où ce que j'ai ressenti de plus délicat et de plus tendre de la femme et des femmes se répercuta dans mon cœur. Comme si en elle se résumait ce que j'ai le plus aimé, ce qui me révèle le plus de lumière, ce qui me domina le plus et m'attira vers le bout. Et puis leur deuxième fils, Harry, né en 1889, qui ne cessera, par sa présence ingénue, d'apporter de la joie au foyer. Sur le plan personnel donc, il y a du mieux. Son couple lui offre stabilité et félicité. Aussi, Redon a fait des rencontres opportunes. La reconnaissance de son travail d'artiste commence à poindre. Un début de succès s'instaure grâce à des écrivains, des poètes, comme Huysmans, comme Mallarmé, qui contribuent à établir sa renommée. Jusqu'à sa mort, Claveau l'a profondément marqué. Mais Claveau était un tourmenté, influencé par de mauvaises traductions du bouddhisme et par le pessimisme de Schopenhauer. Le suicide était pour lui l'échappatoire d'une vie qu'il considérait comme une souffrance et dont il fallait se libérer. On l'a vu, Brédin et Claveau n'étaient pas les maîtres les plus joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Redon, si l'on a été marqué et influencé pendant un certain temps, les a progressivement dépassés. La période que j'ai appelée Aurore marque cette bascule. Redon lâche la main de Brédin, il lâche la main de Claveau et trace désormais sa propre route, comme délesté d'un poids. Cette transition vers la couleur est aussi la conséquence de rencontres décisives, telles celles avec Gauguin, car Redon n'est pas un ermite, il regarde aussi ce qui se fait chez les autres artistes, l'art le chamboule, le bouleverse et l'influence dans son art à lui. Redon retient de Gauguin ce travail jubilatoire de la couleur, mais aussi la réunion du réel et de l'invisible au sein d'une œuvre. Car l'art de Gauguin consiste à peindre selon les couleurs subjectives, senties, et Redon est sensible à cette libération de la couleur du joug de l'objectivité. Les couleurs d'une toile deviennent un caprice, une fantaisie. Pour Redon, la couleur devient ainsi une manière de s'ouvrir au monde objectif tout en gardant la richesse et les ressources disponibles de son imagination. Ainsi, pour toutes ces raisons, Redon abandonne progressivement ses noirs et passe du fusain au pastel. De là naît cette œuvre, Les yeux clos, l'œuvre peut-être la plus connue de Redon. Elle est d'une beauté tellement sereine, tellement évidente, car le beau est bien la seule certitude, du reste, on n'est sûr de rien. La pureté qui émane de ce tableau fait penser à une beauté sacrée, divine, qui s'abandonne avec majesté et mélancolie aussi, dans les eaux du grand lac universel. Un calme, semble-t-il imperturbable, impérieux, habite cette divinité, paisible comme les eaux d'où elle émerge. Et ses yeux clos. Le sont-ils volontairement? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle médite? Car fermer les yeux, c'est aussi mieux capter les merveilles des autres sens. Couper le regard, c'est écouter plus amplement, sentir plus intensément. Quel geste admirable de Redon, de donner à voir une absence, de représenter un regard qui se refuse au spectateur. Le contraste est tout à fait saisissant avec la Joconde, par exemple. Ce qui trouble chez la Joconde, c'est son regard, avec lequel elle semble nous pourchasser, à condition qu'on la regarde, à condition qu'une communication s'établisse entre elle et nous. La Joconde vit des regards qu'elle croise. La Joconde nous suit du regard, elle est curieuse, elle veut savoir, c'est une femme du monde. C'est l'autre et l'extérieur qui l'intéresse, et elle sait qu'on la regarde, et elle a besoin d'être regardée. Tandis qu'elle, aux yeux clos,
Elle se suffit à elle-même. Pour elle, tout ce qui compte, c'est être à soi, se sentir vivre en soi-même, vivre pour elle et non pour le monde. Il y a une indifférence grandiose envers le spectateur. Quand la Joconde nous cherche et en un sens s'impose à nous, s'avance, elle se recule, détachée, désintéressée. Cette femme est l'image même de la plénitude. Cette femme, c'est la preuve qu'on peut mener une vie simple, débarrassée des convulsions modernes. Il a laissé ses noirs, mais gardera toujours le mystère. Toutes ses œuvres sont comme inachevées, patientes, toujours en suspens. Son art fait penser à la musique. Il suggère, il susurre, il chuchote des indices, mais ne dicte pas. Les yeux clos de Redon sont représentatifs de son cheminement vers la couleur, vers la lumière du jour. Il forme une réconciliation avec lui-même, avec son fort intérieur. Cette œuvre est le signe d'une vie intérieure désormais apaisée, sereine, qui n'est plus en proie aux apparitions inquiétantes des Noirs. C'est d'une éclosion qu'il s'agit, possible seulement après l'odyssée intérieure. C'est l'homme qui trouve une lumière nouvelle après avoir amadoué ses angoisses et ses ténèbres. On l'a vu, Redon est devenu progressivement incapable de produire en noir. Il écrit, en 1902, « J'ai voulu faire un fusain, comme autrefois, impossible. J'ai épousé la couleur depuis. » La deuxième phase de l'art de Redon, c'est une vraie débauche, une épiphanie de couleurs. Partout, la couleur, partout, la vie. Le rêve et le réel viennent se mêler, s'enrichir l'un l'autre. Ces fleurs, par exemple, motif qui lui sera si cher, quintessence de la vie et de sa beauté, n'existent pas pour la plupart. Ces fleurs sont telles qu'il les pense, ces fleurs sont comme il croit les voir, comme il s'en souvient. La période en couleur de Redon, c'est l'âge de sa sérénité, de sa maturité, de son succès aussi. Et on le sent, il y a comme une énergie nouvelle, une chaleur, une légèreté apportée par ces couleurs épanouies. Souvent, chez lui, la peinture déborde le trait. Les couleurs s'échappent, insoumises, comme si elles étaient vivantes. Chez Redon, la couleur ne décore ni ne comble le vide, mais enveloppe ces personnages, jusqu'à les rendre moins perceptibles, plus effacés, comme secondaires, humbles devant l'effusion de couleurs. Dans le magnifique portrait de Violette Ayman, la jeune femme, de profil, est enveloppée d'un fond vague, d'où s'épanche une nature vivante, une effervescence de fleurs imaginaires. Pour Redon, c'est un moyen de magnifier le portrait, de l'embaumer en quelque sorte. On peut même dire que les personnages ne sont finalement qu'un prétexte à l'épanouissement des fleurs. Durant cette période, émerge chez Redon une nouvelle symbolique. Les fleurs en grand nombre, les papillons, mais aussi des thèmes mythologiques, comme la naissance de Vénus, le char d'Apollon ou le Pégase, déjà exploité dans ses noirs. Roselyne Bacou, spécialiste de l'artiste, décrit ce cheval ailé comme le double mythique de son créateur. Pendant sa période noire, le Pégase était captif, privé d'élévation. La légende disait « L'aile impuissante n'éleva point la bête en ces noirs espaces ». Or là, c'est un tout autre registre. Le cheval ailé peut se déployer comme il veut, il n'est plus enchaîné. Ce cheval, c'est Redon lui-même. Cet être qui s'élance, d'une aile vigoureuse, vers les champs lumineux et sereins, disait Baudelaire. Et il y a aussi les barques, innombrables chez lui, barques empreintes de mysticité, comme ici la barque rouge, peinte vers 1900. Sur une mer agitée, impétueuse, on distingue 4 personnages se cramponnant comme ils peuvent. Pas de rame, pas de gouvernail, guidés par la Providence vers une terre nouvelle. On pourrait croire que les thèmes abordés par Redon n'ont rien en commun. Et pourtant, tout dans son œuvre converge. Une incroyable unité soude toute l'œuvre d'Odilon Redon. Car à bien regarder, l'œuvre entière de l'artiste forme une ascension continue, un mouvement d'élévation. Depuis les noirs jusqu'à la période en couleur, un essor se produit. On passe des racines, des premiers balbutiements de la création, aux fleurs, des yeux, des têtes isolées, au corps entier. Même les barques participent à ce mouvement. Elles traversent les flots sombres
et vogue pour atteindre une terre meilleure. Tout cela procède du même mouvement. C'est toujours de transcendance qu'il est question, d'ascension, d'assomption, un chemin des profondeurs jusqu'au ciel. Il ne faut donc pas opposer les noirs et les œuvres en couleur, mais les assembler, car les œuvres noires portent en germe les œuvres en couleur. Pendant les noirs, l'élévation n'était qu'une aspiration impuissante, un désir frustré, des regards incapables. Mais avec la couleur, l'aspiration s'exauce. Le regard désespéré est devenu mouvement, action. Et depuis cette lumière atteinte, un motif revient sans cesse chez Redon. Le glorieux triomphe du bien sur le mal. Apollon terrassant Python, Saint Georges abattant le dragon, Pégase vainqueur de l'hydre. Toutes ces œuvres dépeignent un combat libérateur, le détachement par rapport au tourment, qui permet d'atteindre une forme de sérénité et de pureté. C'est le récit d'une victoire qui est aussi celle d'Odilon Redon. L'âme sauvée de la noirceur. Odilon Redon, c'est le peintre de l'inconscient, le prince du rêve, du mystère, du sensible. Son œuvre suggère plus qu'elle ne dit. J'ai fait des fictions, c'est à eux d'aller plus loin, disait-il. Son art est une invitation à la méditation, son art est discret, son art est humble. Ses œuvres n'ont pas vocation à être comprises ou analysées, mais vécues, ressenties. Enfin, ses œuvres sont à son image, réservées, introverties. Elles ne s'affirment pas, elles ne s'imposent pas. Redon est un artiste qui n'a pas besoin de se hausser pour être grand. En vérité, l'histoire que raconte son œuvre n'est pas seulement celle d'un passage des ténèbres à la lumière ou d'une victoire du bien sur le mal. Car je crois que ce triomphe de la lumière n'est pas pour autant une négation de l'ombre, c'est plutôt une réconciliation. Redon nous montre que la lumière n'est pas une évidence, elle est conquise, méritée par l'expérience de la nuit. Il faut avoir déambulé dans cette pénombre pour être en mesure d'apercevoir une lumière plus vaste. Son parcours est donc l'histoire d'une subjectivité d'abord confinée qui s'ouvre progressivement. L'apothéose de son art, c'est la couleur armée des leçons de ses noirs. J'en veux pour preuve les 2 grands panneaux décoratifs qu'il peint à la fin de sa vie à l'abbaye de Fontfroide, la nuit et le jour. Regardez la nuit. Le noir n'est plus ni grave ni pesant, au contraire, il amplifie et sublime la couleur. On dirait même que le noir révèle la lumière. L'équilibre a été trouvé. Et la leçon de sa vie, et peut-être aussi de cette vidéo, c'est de trouver, au fond de ses propres ténèbres, une lumière nouvelle. Être à soi sans se fermer au monde, être au monde sans se fermer à soi. Redon l'a dit bien mieux que moi. Il faut se sentir vivre en dedans, au milieu des merveilles du monde externe. Je ne vois que cet acte, cette prière. Merci.